Salut! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Je me suis installée au 16e étage d'un bel immeuble euh, qui est magnifique. J'ai une chance de dingue. Alors, je suis pour l'instant toute seule dans cette salle de travail où j'ai le privilège de pouvoir m'installer pour ce webinaire spécial sur mon expérience en tant qu'expert du non-verbal euh, dans la police judiciaire, en tout cas avec la police judiciaire. Voilà. Je voulais faire ce webinaire pour vous parler de non-verbal, de langage corporel. Certains d'entre vous sont très intéressés par l'apprentissage du langage du corps, me posent régulièrement des questions sur les avantages et les limites, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et puis, je voulais faire ce webinaire en privé. Je crois que vous l'avez bien compris parce que je vais vous parler de mon expérience terrain. Je vais vous raconter quelques anecdotes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 anecdotes vraiment que j'ai en tête, que j'ai vécues de manière un peu de plein fouet, si j'ose dire. Je voulais, à travers ces anecdotes, vous parler de mon expérience terrain et en même temps de ce que le langage du corps pouvait apporter dans la recherche de la vérité et vous amener en fait comme ça des infos. En fait, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Moi, il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelait Les codes inconscients de la séduction. Un livre plutôt léger que je pouvais lire sur la plage. Et ce livre-là parlait de non-verbal. Et quand j'ai lu ce livre-là pendant mes vacances, j'ai su immédiatement que je ferais de la communication non-verbale, en tout cas que je vivrais financièrement grâce à la communication non-verbale. À l'époque, j'étais prof et j'enseignais le marketing à des BTS en alternance. Donc j'ai contacté l'auteur qui s'est révélé être un Français qui vit au Canada. À l'époque, je n'avais jamais mis les pieds au Canada. J'ai trouvé que c'était quand même très loin pour faire une formation. Et de fil en aiguille, si j'ose dire, pour la faire rapidement, eh bien, j'ai fini par étudier le langage du corps avec cet homme en Suisse. La Suisse me paraissait tout à côté par rapport au Canada, qui voilà, c'était quand même plus coûteux, puisqu'en fait, à l'époque, il proposait un week-end de formation par mois pendant 3 ans. Parce que pour lui, apprendre petit à petit, c'est la meilleure méthode d'intégrer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, vous pourriez me le dire. C'est, vous voyez, le fait de pas forcément apprendre tout d'un coup, mais petit à petit y revenir, etc., etc. Donc, je me souviens qu'il m'avait dit ne sois pas pressé parce que j'étais déçue au départ quand j'ai su que ça allait être un week-end pendant 3 ans. Je me suis dit que j'allais devenir dingue. Ça me coûtait un fric fou en déplacement. Puisqu'en fait, il fallait à chaque fois que j'aille à Lausanne. Donc, il y avait train, hôtel, restauration, formation. Donc, tout ça coûtait très cher. Non. Alors, son nom, c'est Philippe Turchet. Turchet. Mais c'était à une époque où il était plus accessible. Là, c'est autre chose. Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Oui, donc en fait, pendant ma formation, j'ai compris que j'avais envie de me rendre utile dans la recherche de la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, dans la recherche de la vérité, mais dans le milieu de l'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, je m'en fichais un peu du non-verbal au niveau de la négociation, au niveau de la vente, au niveau du coaching, au niveau du recrutement. Même si je concevais que ça pouvait être intéressant et qu'aujourd'hui, je trouve ça indispensable. Mais mon intérêt n'était pas c'est pas ça que je voulais faire. Au fond, moi, j'avais envie aussi de participer à des enquêtes quand il y a des disparitions d'enfants. Je me suis posé la question du pourquoi et je me suis demandé, je sais pas quel âge vous avez, mais moi, j'ai grandi avec l'affaire Grégory.
L'affaire Grégory, t'as de l'humour, Barbara, j'aime bien. L'affaire Grégory, ça m'avait assez traumatisée. Le fait que les parents puissent être accusés, qu'ensuite c'est l'oncle, qu'il y a eu des gens de la famille. Enfin bref, c'était un drame. Ça m'avait ça m'avait travaillé. J'étais petite, hein, je suis née en 71. Quel âge avez-vous? Voilà. Et donc, assez vite, je me suis dit que je voulais me faire une place au niveau de la police judiciaire. J'ai à peine terminé ma formation que j'ai frappé à toutes les portes. Et puis, un jour, je participe à un pot de départ en retraite d'un gars qui est à la police municipale d'une petite ville à côté de chez moi. Et on lui dit que je fais du non-verbal. Il trouve ça intéressant, on discute ensemble. Et en fait, ce gars-là, eh bien, parle de moi à un autre gars, qui parle de moi à une autre personne. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est quand même incroyable comment la vie a contribué à aller dans un certain sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'une rencontre qui n'avait rien à voir, un pot de départ en retraite où j'accepte d'être là parce que je donne une formation à la mairie à l'époque. Et puis voilà, de fil en aiguille, on parle de moi au CNFPJ, qui est le Centre national de la police judiciaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est arrivé de vous étonner même de l'engrenage des informations et des relations entre le début et après, quand vous dites, bah tiens, comment j'ai connu cette personne, voilà. Alors, dites-le moi si ça vous est arrivé des choses comme ça. Et puis, du coup, je suis appelée par le Centre national de formation de la police judiciaire qui est à Fontainebleau. Moi, j'habite en limite de la Seine-et-Marne, donc encore une fois, beaucoup de chance. C'est à peine à 45 km de chez moi à l'époque. Et donc, je me déplace pour un entretien. Un entretien qui a duré 5 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, entretien qui a duré 5 heures. Donc, j'ai été reçue par 2 personnes qui avaient la responsabilité de 2 stages. Il y en a une qui se chargeait des auditions de mineurs et un qui se chargeait des sources humaines du renseignement. Et donc, c'est de là que je vais tirer les anecdotes que je vais vous raconter. C'est-à-dire qu'en fait, ces 2 personnes-là m'ont beaucoup écouté, m'ont posé beaucoup de questions sur ma vision du non-verbal et mes connaissances. Vous savez, j'ai eu l'impression que quand je leur ai dit que je pouvais pas tout expliquer, que je ne savais pas tout et que le non-verbal, c'était pas une baguette magique, mais c'était déjà beaucoup d'observations, eh bien, en fait, j'ai l'impression que les portes se sont ouvertes parce que j'ai vraiment eu la nette impression qu'ils avaient en face d'eux, donc moi, quelqu'un qui était prête, notamment à leur donner du savoir, à leur permettre de comprendre comment les choses fonctionnent, sans avoir la prétention d'avoir une baguette magique et de tout expliquer. Et très sincèrement, je crois que ça a été un atout majeur pour mes 8 années d'expérience, parce que je travaille plus aujourd'hui avec eux. Parce qu'en réalité, j'ai bossé quasiment avant même d'être diplômée, ou tout juste quand j'ai été diplômée, mais j'avais eu un entretien avant, en fait. Donc, je me suis mise à mon compte avant même d'être diplômée. J'ai pas attendu et je me suis lancée. Je sais qu'à l'époque, je m'étais dit, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je suis qui, moi, pour enseigner à des enquêteurs? J'en avais parlé avec Philippe Turchet, pour rien vous cacher, qui était pas très chaud parce que il avait peur que je me trompe, mais c'était une opportunité tellement énorme, pas financière du tout parce que j'étais vraiment pas payée, mais je me souviens m'être dit je peux pas refuser. Est-ce que ça vous est arrivé ça, de vous dire je peux pas refuser, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant qu'on me propose de travailler avec la police. Donc ok, j'ai pas d'expérience, mais l'expérience elle se fait. Et si je suis honnête, si je ne sais pas, je ne sais pas. Et je le dirai. Et moi, mon job, c'était de former des enquêteurs à avoir
une autre vision de ce qu'ils ont en face d'eux et donc de les sensibiliser au langage du corps. C'était pas de leur donner des réponses, même si j'ai fait des expertises dont je vais vous parler. Donc voilà, comme quoi, hein, ça se gagne de connaître les anecdotes du non-verbal sur le judiciaire. Est-ce que pratiquer ou enseigner sans diplôme peut poser problème dans ce secteur? Et quel statut avais-tu? Alors, Christopher, mon statut à l'époque était profession libérale. Aujourd'hui, je me suis transformée en SARL, mais à l'époque, j'étais tout simplement en profession libérale. Auto-entrepreneur, ça n'existait pas puisque je me suis mise à mon compte en 2005. Est-ce que pratiquer ou enseigner sans diplôme peut poser problème dans ce secteur? Bah non, parce que moi, j'ai eu un entretien de 5 heures et puis, si vous voulez, j'ai pas produit de diplôme en fait. C'est un peu comme ma connaissance, mon expérience. J'ai été sollicitée, j'ai eu un contrat d'intervenant, un peu comme une intermittente, puisque j'étais ni fonctionnaire ni dans l'armée, parce que le CNFPJ c'est l'armée, enfin c'était la gendarmerie nationale. Bah voilà quoi. Voilà, donc je me suis lancée. Alors, me voici au CNFPJ, d'accord, et à donner des cours. Pour donner des cours, on m'a demandé de regarder et de visionner pas mal de vidéos. Donc, en fait, j'ai regardé des vidéos d'interrogatoire et d'audition. De vous à moi, les auditions, c'était souvent des mineurs et les interrogatoires des majeurs. Des mineurs parce que quand il y a maltraitance, accusation d'un enfant par rapport à un parent ou un adulte, ben on entend le mineur, donc c'est une audition. Et les interrogatoires, c'est quand la personne, elle est en garde à vue ou en détention provisoire et accusée. Hein, d'accord, voilà. Donc j'ai regardé en fait. J'ai vu beaucoup de vidéos des deux. Denis, vous auriez pu travailler sans diplôme. Bah, la réalité, c'est que ouais, probablement. Je t'avoue que je sais pas, mais il se trouve que j'ai eu mon diplôme. J'ai été la première Française à être diplômée de synergologie. Vous m'entendrez jamais parler de synergologie parce que c'est devenu comment vous dire, une discipline qui est mise en avant par des gens que je n'aime pas et des gens dont je me suis séparée. Cependant, c'est la discipline qui a été mise en place par Philippe Turchet. Et Philippe Turchet, à l'époque, était le seul sur le marché à proposer une formation digne de ce nom sur la communication non verbale. Aujourd'hui, et je vous en parlerai, moi, j'ai ma propre formation en communication non verbale et une formation qui est une formation en ligne. Ce qui, entre parenthèses, vous évite de vous déplacer au Canada, à Lausanne ou à l'autre bout du monde, de payer le train, l'avion, l'hôtel, le taxi et la bouffe, tout en ayant un contact personnel lorsque c'est nécessaire et en pouvant aussi avoir le choix d'une formation qui est délivrée petit à petit pour ne pas avoir l'impression d'apprendre tout d'un coup, ce qui est faux, puisqu'en fait, pour intégrer, il faut apprendre petit à petit. Donc, voilà. Mais à l'époque, Philippe Turchet était le seul à proposer une formation. Alors, je vous raconte un peu, j'avais devant moi des enquêteurs et j'ai dû les sensibiliser au non-verbal. Et pour ça, donc, j'avais des vidéos. Et en fait, il est arrivé que certains de ces personnes que j'ai fait former me demandent si je voulais bien être réquisitionnée en tant qu'expert au niveau de la justice et m'ont demandé de faire une expertise. Donc en fait, j'ai fait plusieurs expertises. J'ai dû en faire 5 ou 6. J'avoue que je ne sais pas, parce que ça fait quand même déjà longtemps. Donc des expertises judiciaires, ça veut dire c'est un peu comme on voit à la télé, c'est-à-dire qu'en fait, on
en fait, on fait un rapport. Moi, je voyais une vidéo, j'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos. Enfin, la vidéo d'audition, la vidéo d'interrogatoire que je devais expertiser. Et puis, je devais faire un rapport. Donc, je faisais un rapport sur tout ce que je voyais qui me semblait important à la minute, seconde près. Et je disais qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme information. Et à la fin, je donnais une conclusion sur la véracité ou non de ce qu'on pouvait entendre. Donc, j'ai fait des expertises en tant qu'expert judiciaire réquisitionné de manière officielle par la justice française. Et j'ai eu une expérience, c'est pour que vous compreniez d'où sortent mes exemples, et j'ai eu une expérience auprès d'un bureau enquête incendie. Je vous explique. À une époque, donc vous parlez de bouche à oreille, etc., j'ai été présentée à des pompiers. Et certains pompiers, en fait, ont créé un centre de formation reconnu par le ministère de l'Intérieur qui formait des experts dans la recherche et cause des incendies. Recherche et cause et circonstances des incendies. Et en fait, donc là, on formait des pompiers de métier ou des experts en assurance qui, lorsqu'il y a un incendie, sont formés pour dire si l'incendie est criminel ou non. En France, il y a des enquêteurs de police qui n'y connaissent rien au feu et des pompiers qui n'y connaissent rien à l'enquête. C'est pour pallier à cette difficulté qu'il y a eu une formation sur des experts en recherche et cause d'incendie. Métier qui existe aux États-Unis et au Canada depuis des lustres. Par culture, en fait. Donc, au Canada, ici, là, il y a des bureaux d'enquête incendie et il n'y a aucun incendie qui n'est pas traité par le bureau d'enquête. Je vous avais demandé de ne pas être avec des enfants. Donc, prenez soin, s'il vous plaît, soit d'avoir des écouteurs, soit de ne pas avoir d'enfants autour de vous, parce que je vais parler de choses qui sont pas très sympathiques. Je me prépare, ça fait longtemps que j'en parle pas. Je vous raconte une affaire où j'étais présente lors d'un incendie. C'était une reconstitution d'incendie criminel. Voilà l'affaire. En fait, il y a un gars d'une quarantaine d'années qui vit dans un appart dans la banlieue nord de Paris. Et on apprend qu'il héberge 2 nanas de 17 ans. Et une de ses filles brûle. Et les secours sont appelés, elle est mise dans un coma artificiel, elle n'est pas décédée, il y a enquête, et on demande aux experts incendie de reconstituer la scène parce qu'il y a incendie, justement. Donc voilà. On a reconstitué exactement tout ce qui s'est passé, y compris finalement l'incendie de la personne, avec un mannequin, évidemment. C'est assez impressionnant à voir, je vous assure, puisqu'en fait, c'est là où j'ai vu que lors d'une reconstitution, l'objectif de la police n'est pas, et de la justice n'est pas de questionner et de mettre en difficulté la personne qui est en détention, mais de reprendre sa déclaration et de refaire exactement ce qu'il a dit qu'il a fait pour voir si ça tient la route. Donc, moi, il y a des moments, puisque j'avais pas l'habitude, où j'avais envie qu'on lui pose la question, est-ce que tu lui as mis le feu, quoi? Mais non, à aucun moment, on lui a posé la question. Ce qui était quand même dingue et insupportable, d'ailleurs. Alors, du coup, il y a une gamine de 17-18 ans, 17 ans au niveau des faits, 18 ans au moment de la reconstitution d'un incendie criminel qui avait eu lieu peut-être 6 ou 7 mois après l'incident. Donc, elle a brûlé quasiment tout le corps. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une copine et lui dans l'appartement. Écoutez bien, il se trouve que lui, il dit qu'il dormait
et que quand il s'est réveillé par des cris, et que quand il s'est réveillé, il a été là où ça criait, c'était dans la salle de bain. La gamine, elle était allongée par terre en feu. Il l'a ramassée et il l'a mis dans la baignoire. Voilà ce qu'il dit. Sa copine, la copine de la gamine qui a brûlé, dit qu'elle s'est engueulée avec sa copine. Elle dit qu'elle avoue s'être engueulée avec sa copine. Elle dit qu'il y avait une bouteille de White Spirit par terre qui était ouverte, qu'elle a pris la bouteille de White Spirit, qu'elle lui a balancé à la gueule et que elle s'est tirée dans sa chambre. Et elle dit qu'ensuite elle a entendu crier. Et elle dit que sa copine était en train de se frotter contre un mur parce qu'elle avait mal, qu'elle n'était pas en flamme mais en fumée. Je pense que ça, j'ai dû l'entendre parce qu'après, j'ai vu la vidéo 1 milliard de fois. Elle disait, il y avait pas de flamme, il y avait de la fumée. Et elle l'a emmenée dans la baignoire. Donc, vous voyez un peu. Et pour terminer ça, je vous assure, hein, c'est du vrai de vrai. La victime, en fait, était en sous-vêtements debout dans la baignoire. En tout cas, c'est les pompiers experts qui ont certifié que l'incendie avait démarré dans la baignoire parce que c'est des choses qu'on peut savoir par des traces je sais plus comment, de combustion. Et en fait, ils attestent à 100% que le feu a démarré dans la baignoire et que la gamine était debout. Elle a pris feu des genoux à la tête. En fait, elle a reçu plus d'1 litre de White Spirit par la tête qui, en fait, a dégouliné sur le corps. Comme il y avait de l'eau jusqu'aux genoux et que le White Spirit ne se mélange pas à l'eau, elle a brûlé des genoux à la tête en sous-vêtements, et ces vêtements étaient par terre dans la salle de bain, à moitié cramés. Et là, pareil, on ne sait pas pourquoi les vêtements sont à moitié cramés alors qu'ils n'étaient pas avec elle dans la baignoire. Enfin bref. C'est vraiment un véritable bordel et l'histoire que je vous raconte, je vous assure que je pense que les gens qui ont vécu la reconstitution et qui ont travaillé sur l'affaire comme moi se souviennent parfaitement de cette affaire parce que c'était un truc de fou. Il n'y a rien qui correspondait avec les déclarations. Et donc, on se retrouve à une trentaine de personnes dans 15 mètres carrés puisqu'on reproduit à l'identique l'appartement qui était tout petit. Et on reconstitue la salle de bain avec une baignoire, la fameuse baignoire, les vêtements, le mannequin à la taille exacte. On demande au gars de soulever une femme pompier qui sert de mannequin pour voir s'il est capable de la soulever comme il a dit qu'il avait soulevé la victime, etc. Et alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Eh ben, je vais vous raconter un truc que j'ai vu à l'époque. C'est la première fois que je l'avais vu dans ce contexte-là et je m'en souviens encore parce que c'était incroyable. En fait, il y a les secours qui ont été appelés et on entend les cris de la victime dans l'enregistrement des secours. Et à ce moment-là, ce gars-là est debout à côté des officiers de police et à côté de son traducteur. D'origine étrangère, la justice devait lui fournir un traducteur pour qu'il n'y ait pas de vice de procédure. Et donc, il en profitait parce que, au lieu de répondre directement lorsqu'on lui posait une question, il parlait à voix basse à son traducteur qui retraduisait. Donc, quelque part, je pense que c'était un avantage pour lui. Mais bon. Alors ensuite, on entend les cris. On lui dit, voilà, on vous va faire entendre la bande sonore qui a été enregistrée puisque vous étiez là pour savoir ce que vous en dites. Et en fait, il est debout, il a les bras croisés. Je vais vous parler des bras croisés. Il a les bras croisés, il est debout, il a la tête bien haute, les épaules plutôt bien ouvertes. Et au moment où on entend crier et qu'on entend la victime dire « fais pas ça », donc elle crie et elle dit « fais pas ça », on le voit, enfin en tout cas moi je le vois, se lever, il fait comme ça et il sourit. Je vous le jure, il se lève,
il était déjà debout, donc en fait, il lève les talons, il se surélève, il fait une élévation, il sourit et il redescend. Ça dure 2 secondes, à peu près. Moi, j'étais juste devant et je vois ça. J'aurais pu le louper, j'aurais pu regarder mes chaussures, j'aurais pu tousser, j'aurais pu regarder ailleurs. On était 35, c'était fou. Et là, je vois ça. Est-ce que vous imaginez? En fait, je vois quelqu'un qui se réjouit de ce qu'il entend. Parce que l'élévation, elle est jamais due au hasard. Le corps qui s'élève, c'est quand il y a quelque chose de positif. C'est un enfant qui est content de ses notes, c'est quelqu'un qui est fier de quelque chose, d'avoir une entreprise, d'avoir un bon chiffre d'affaires, d'être heureux, d'avoir des enfants qui parlent 15 langues, peu importe. À partir du moment où vous êtes fier, vous allez avoir une dynamique corporelle qui va vers le haut. Donc en fait, le gars, à ce moment-là, il s'élève et en même temps, il sourit. Et en même temps, il a l'axe de tête qui s'incline. Alors, l'axe de tête qui s'incline comme ça sur le côté, figurez-vous que c'est ce que moi j'ai appelé une tête d'amour, c'est-à-dire qu'en fait, il a la tête qui se détend, et la tête qui se détend, c'est pas ça, hein. Ça c'est plutôt je me mets en dessous de toi, là c'est je me mets au-dessus de toi, et puis il y a d'autres axes de tête. Donc en fait, le gars, il a un axe de tête qu'on voit souvent quand il y a un axe de détente, de séduction, d'amour. C'est l'axe de tête que vous faites à vos enfants quand vous êtes tendre. C'est l'axe de tête que vous faites quand vous êtes dans une situation sympathique, douce, aimante, empathique et tout ça. Du coup, le gars, il fait son axe de tête. Moi, je vois ça déjà, je me dis wow. Un axe de tête d'amour, hein, c'est pas normal. Après, je le vois s'élever, je me dis waouh, il prend encore plus de place. Et en plus, je le vois sourire. Je dis mais merde, je vous jure. Je me suis dit mais là, je vis un moment historique dans ma vie d'expert parce que je suis en train de voir un mec qui est en train de jouir du mal qu'il entend. Et pourquoi? C'est là que j'ai plus le droit de supposer. Je ne peux que constater que l'audition des cris de la victime le font réagir par une élévation de satisfaction sans aucun doute. Le pourquoi, j'ai pas le droit de le dire. À ce moment-là, je me dis, là, il y a un truc. Il y a un truc, il faut que comment je pourrais vérifier autre chose de dingue? Et il se trouve que je me souviens avoir lu une enquête, des statistiques d'enquête de policiers québécois, justement, qui avaient été formés au non-verbal bien avant moi et qui étaient enquêteurs de métier. Et eux avaient fait des statistiques sur des gestes qui se retrouvaient en grande majorité chez les gens, disons bien plus chez les gens qui s'avéraient coupables que les gens qui s'avéraient innocents par la suite. Et il y avait un geste qui m'avait marqué parce que voilà, il est facile à repérer, c'est ce qu'ils avaient appelé les pieds en starting block. Les pieds en starting block, c'est quand les 2 semelles de chaussures sont sur les 2 pieds de chaise, chacun sur un pied de chaise. Donc, quand moi je vous dis ça, vous ne devez pas prendre des pieds en starting block quand les pieds sont comme ça, sans les barreaux de la chaise, d'accord? Quand ils sont les 2 un peu croisés et les talons levés. Non, c'est quand les 2 talons sont chacun positionnés sur les 2 pieds de chaise. C'est exactement ça, les pieds en starting block, c'est rien d'autre. Et du coup, ils avaient trouvé un pourcentage vraiment fort, très différent de ceux qui étaient innocents. Et du coup, c'était un geste que si le gars s'avérait coupable,
il y avait des chances qu'il le fasse s'il s'asseyait. Et je me suis dit, est-ce qu'il le ferait? Et à ce moment-là, donc, je commence à voir si je peux, moi, demander à ce qu'il soit assis pour vérifier quelque chose. Alors, pour la petite histoire, j'en parle à un collaborateur pompier qui en parle à la femme qui est procureure. Elle lui dit Monsieur un tel, asseyez-vous. Non, non, c'est pas nécessaire. Si, si, asseyez-vous. Non, non, c'est pas nécessaire. Et en fait, elle prend une chaise, elle lui dit Monsieur, asseyez-vous. Et là, bah, il s'assoit. Et là, à la seconde où il s'assoit, il fait les pieds en starting block. Et j'ai envie de vous dire, c'est un truc que j'oublierai jamais dans ma vie, parce que je vois exactement ce que je m'attendais à voir, et c'était impressionnant. C'était impressionnant. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous raconter. Vous allez être frustrés, probablement, je vous le dis, parce que je peux pas vous dire, enfin si, il a été arrêté, mais je peux pas vous dire pour combien de temps, je peux pas vous dire, voilà, s'il est ressorti, je peux rien vous raconter. Dans la mesure où même moi, j'ai pas suivi. C'est-à-dire que j'ai participé à la reconstitution, j'ai fait une expertise pour montrer de quoi j'étais capable à l'époque, mais je n'ai pas eu le droit, et en France on est très très mal organisé pour ça, de suivre quoi que ce soit en fait. Je fais pas partie du milieu de l'enquête, je fais pas partie de la gendarmerie, et donc je me suis perdue dans les méandres et dans le côté tentaculaire de l'administration française. Je vous en raconte une autre qui a rien à voir. Là, c'était une audition de mineur, une gamine qui a peut-être 6 ans, à peu près. Et je cherche son prénom, mais je m'en souviens plus. Et je me souviens comment elle était habillée, je me souviens très bien de sa tête, parce que j'ai vu des heures et des heures et des heures, j'ai re-regardé son audition. Et en fait, c'était une gamine qui tenait pas en place sur sa chaise et que on auditionnait, on n'interrogeait pas, mais en réalité, ça ressemblait presque à un interrogatoire dans le sens où, enfin, on lui posait quand même beaucoup de questions, on lui demandait de raconter un petit peu les choses. Elle avait été placée dans une famille d'accueil et elle voyait son père, alors sa mère, ce qu'elle faisait, je ne sais pas, mais elle voyait son père de temps en temps, admettons une fois par semaine, le week-end, et elle était revenue à sa famille d'accueil en disant que en fait, son père la touchait et lui faisait du mal. Donc voilà. Et donc ça a été signalé. Évidemment, son père a été convoqué. Évidemment, son père a nié. Voilà. Mais c'est pas vraiment ça que j'ai regardé, puisque c'est pas ça qu'on m'a demandé de regarder. Moi, ce qu'on m'a proposé, en fait, c'est de participer à l'audition. Donc j'ai dit oui. De participer à l'audition et ensuite de faire une expertise pour voilà. Et donc me voici en train de participer à l'audition sans avoir le droit de parler. Donc c'était présente mais tu te tais. Je me souviens de quelque chose. Voilà, ce que je veux vous raconter, c'est que cette gamine, elle était trop petite pour comprendre certains détails. Et notamment, c'est très très glauque ce que je vais vous dire, mais je crois me souvenir que ce que le policier voulait savoir à l'époque, peut-être que ça a changé maintenant, c'est que ils avaient besoin de savoir. Donc j'espère que vous êtes seuls, sans enfants. Ce que les enquêteurs voulaient savoir, c'est est-ce que le père l'avait pénétré avec ses doigts ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, on savait qu'il n'y avait pas eu de pénétration avec le sexe. De mémoire, le fait qu'il y ait pénétration ou pas avec le doigt, ça requalifiait l'enquête. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était moins grave s'il n'y avait pas eu de pénétration avec le doigt. Bref, donc... L'idée, c'était, puisque la gamine était trop petite, parce que je me souviens plus de son âge, elle avait peut-être 5 ans, là je vous ai dit 6, mais en réalité je m'en souviens plus. Et donc l'idée, c'était de savoir
si on arrivait à déterminer ça. Ça n'a pas été possible, mais je me souviens très bien que c'était très compliqué de faire parler cette gamine parce que c'est comme s'il y avait un déni en fait. Déjà à cet âge-là, c'était très 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 complexe. Mais à un moment donné, l'enquêteur lui demande si elle a un secret, si elle a un secret avec son papa. Et en fait, cette gamine à ce moment-là dit fais ça. Je suis pas très belle en faisant ça, mais bon, c'est exactement ça. Donc, sauf qu'elle avait 5 ans. Donc, elle fait une bouche en huître de folie. C'est-à-dire qu'en fait, nous, des fois, la bouche en huître, on peut l'avoir comme ça. Juste ça. Des fois, vous pouvez se reprendre à ce que ça dure plus longtemps parce que voilà, vous êtes dans une situation de stress et puis vous allez faire une bouche en huître parce que vous savez pas si vous devez parler ou pas. En fait, quand il y a une bouche en huître, c'est que on préfère se taire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de bouche en huître si on n'a rien à dire. C'est-à-dire que si par exemple il n'y avait pas de secret, si elle sait pas ce que c'est un secret, si c'était le contraire, ça aurait pu être vous voyez, les enfants font plutôt ça. Bon, des choses comme ça. Mais là, c'était vraiment une bouche en huître. Et là, je me suis dit, merde. Enfin, déjà, ça sentait mauvais de toute façon. Mais je me souviendrai toujours. Souvent, je le dis des fois en conférence, je dis, les enfants font des gestes qui durent beaucoup plus longtemps que nous. Et des gestes des fois très flagrants. Et une bouche en huître, c'est vraiment un aveu d'un truc à cacher. Donc, l'autre jour, je racontais que dans un autre contexte, qui était un contexte privé, amoureux, il y a quelques années, où je soupçonnais, j'ai un peu honte de le dire, mais bon, je soupçonnais mon amoureux de fricoter avec ma meilleure amie, ce qui est vraiment pas très drôle. Et en fait, je vous raconte. À l'époque, il était dans un cybercafé. Moi, je suis dans le cybercafé en train d'appeler dans une cabine téléphonique ma meilleure amie. Je suis en Espagne et je dis à ma meilleure amie, Olivier rentre demain en France. Elle me dit oui, je sais. Et quand elle me dit ça, je sens que elle a parlé trop vite en fait, que c'est pas du tout logique. On a décidé ça 2 heures avant. Pourquoi elle le sait? Puisque c'est moi qui lui dis en premier. Vous voyez, le truc c'est bizarre. Et en fait, j'ai senti que elle avait parlé trop vite. C'était juste, je sais, merde, j'aurais dû fermer ma gueule. Et je lui dis, comment ça se fait que tu le sais? Elle me dit, oui, il m'a envoyé un message. Et à ce moment-là, bon, je trouve ça vraiment bizarre. Bon, je commençais à me douter de certaines choses. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, pour vous la faire courte, parce que sinon ça met trop longtemps, en fait, je sors de la cabine, je vais voir mon petit copain, je lui dis que j'ai eu au téléphone mon ami, en attendant qu'il saisisse l'occasion pour dire, bah tiens, je lui ai envoyé un message. Et là, ce que je vois, c'est une déglutition et une bouche en huître. Donc, la bouche en huître, c'est je ferme ma gueule alors qu'en fait j'aurais pu dire quelque chose, mais s'il y avait rien à dire, il n'y aurait pas eu fermage de gueule, vous voyez. Et en même temps une déglutition qui est un signe de malaise. D'ailleurs, on appelle ça la goutte de malaise parce que on a du mal à avaler quelque chose. On préfère ne rien dire ou on ne sait pas comment dire. La déglutition, c'est vraiment il y a un stress. Il y a un stress. Donc c'est je vais parler de quelque chose de difficile, peu importe la difficulté, mais la nature de la difficulté, mais c'est un truc difficile. Et donc, je vais tousser, déglutir. Tout à l'heure, j'ai dégluti en vous demandant si vous étiez seul. Voilà. Donc, vous y trompez pas. Et voilà, c'était la deuxième anecdote que je voulais vous raconter parce que donc cette gamine, bon, c'est pareil, hein. Vous allez être frustrés, mais je ne sais pas si son père a été arrêté, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Bon, il y a quand même longtemps, mais voilà.
Donc, bouche en huître sur le secret qui révélait qu'il y avait probablement un gros secret. Je vous raconte une autre anecdote. J'en ai 6 en tout, hein, je vais aller vite. Cette anecdote-là, c'est aussi une gamine de 16 ans à l'époque. 16 ans que je fais une expertise. Je fais une expertise et là, par contre, j'ai un petit truc à vous raconter ensuite. En fait, cette gamine, elle a 16 ans et elle accuse son père de lui avoir demandé de faire une fellation. Je sais plus si dans l'accusation, elle dit qu'elle a fait une fellation ou pas. Je pense que oui, mais j'en suis pas certaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais une expertise sur son audition et en fait, l'officier de police judiciaire me dit voilà, je ne sais pas quoi penser parce que c'est une gamine en fait à problème. C'est une gamine, on a entendu pas mal de fois, elle raconte beaucoup d'histoires et je sais pas si la croire ou pas. Et en fait, tu m'aiderais en me donnant ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle dit? Parce que je sais pas si lui donner du crédit ou pas. Donc, vous voyez la situation. Je regarde cette gamine et grosso modo, je vais vous expliquer. Elle est encore avec son blouson, donc elle est. Imaginez une gamine assise sur une chaise, presque comme moi, une chaise genre simple. Hein. C'était chez la police, hein, donc les chaises sont plutôt sommaires. Vous voyez, ça me gratte la joue quand je parle de la police. Vous me rappellerez que je vous raconte pourquoi. Et donc, en fait, elle est sur la chaise, elle est avec son blouson, genre une petite doudoune. Elle est comme ça, grosso modo, quoi. Vous voyez, les épaules un peu rentrées. Elle a les mains sur les cuisses, genre comme ça, vous voyez. Elle est lâchée. En fait, elle a répondu aux questions, on lui a demandé de raconter un peu sa vie de lycéenne, le fait qu'elle s'engueule souvent avec son père, le fait des notes à l'école, de ses absences, de sa vie, de quand est-ce qu'elle rentre, de comment elle rentre. Bon, voilà. Moi, j'ai pas participé à l'audition, j'ai juste regardé l'enregistrement et ce que j'ai vu, c'est en fait, c'est une gamine qui a pas bougé, qui était genre amorphe. Elle était pas droguée, hein. Elle était amorphe, elle était relâchée et elle avait les mains devant. À aucun moment elle s'est assise sur ses mains, à aucun moment elle a caché ses mains en étant les bras croisés et cacher ses mains, parce que croiser les bras, c'est pas un signe de fermeture, mais quand on a les bras croisés et les mains cachées, à un moment donné, suite à une question, ça peut poser des problèmes. Je vous en parlerai après, parce que ça a permis de dénouer une enquête d'incendie, ça. Et en fait, elle est tout le temps, vous voyez, comme ça, en fait, grosso modo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre assez facilement. Moi, j'ai dit que je ne voyais aucun signe de dissimulation, aucun signe de simulation, de dissimulation. C'est-à-dire que elle était trop décontractée au niveau du corps, pas décontractée forcément au niveau de la tête, mais vous voyez, au niveau du corps, il n'y avait aucune tension, il n'y avait aucun croisement, aucune raideur, aucun grattement. C'était ça, vous voyez. Il y avait voilà. Et donc je ne pouvais pas conclure. J'avais rien pour me raccrocher pour dire qu'il y avait peut-être une dissimulation ou une simulation. Donc j'en ai conclu que je ne voyais pas de signe qui pouvait entraîner l'idée qu'il y avait un mensonge. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors, il s'est avéré que si je vous raconte cette histoire, c'est parce que quelques années après, peut-être 2 ans après, j'ai recroisé l'officier de police judiciaire qui m'avait demandé cette enquête, enfin qui m'avait demandé cette expertise. Il me dit, tu te souviens de l'affaire un tel? Ouais, bah oui, j'en ai pas fait non plus une centaine, hein, donc je m'en souviens. Et me dit, figure-toi que c'était pas son père, que c'était son frère. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ils l'ont su. C'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a réfléchi
avec l'officier de police judiciaire sur mon expertise et l'erreur, entre guillemets. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à aucun moment de l'audition, on a cherché à savoir qui était l'auteur de la demande de fellation. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a essayé de savoir si c'était vrai que c'était son père. En fait, en réécoutant l'enregistrement, on s'est rendu compte que l'officier de police judiciaire se concentrait sur le fait, est-ce que c'était vrai qu'on lui avait demandé une fellation? Mais pas est-ce que c'était vrai que son père lui avait demandé une fellation. C'est-à-dire, est-ce que c'était vrai qu'elle avait été confrontée à cette demande et que c'était une fellation? Et en fait, à aucun moment la question a été posée. En fait, c'est comme si l'officier de police judiciaire avait considéré pour vrai que s'il y avait eu, c'était le père, et donc on voulait savoir si elle mentait ou pas sur la fellation. Alors maintenant que c'était le père ou un autre, en fait, c'était évident que c'était le père, point. Donc, on n'a pas cherché à connaître le contexte, le pourquoi, mais en fait, c'est après coup, on s'est rendu compte que dans le questionnement, on était focalisé que sur le fait, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu fellation? Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans parce qu'en fait, vous voyez, moi je m'en souviens souvent, parfois, on part dans notre tête sur un scénario, genre putain lui il me ment, ou ouais voilà, des fois on se dit ça, ou lui il me ment pas, enfin bon bref, on part sur un truc et on essaie finalement de valider notre intuition. C'est-à-dire que en fait on va en gros si vous trouvez que le mec il a une sale gueule, d'accord, c'est une image qui vous ment, qu'il essaye de vous arnaquer, qu'il est expert, qu'il est pas expert, peu importe. Bah en fait vous allez à chaque fois valider tout ce que vous pensez. Vous allez trouver les signaux qui confirment ce que vous voulez confirmer. Et ça, c'est le pire des pièges. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rester toujours à sa place, rester toujours objectif. Et ça fait partie de l'enseignement de la lecture du non-verbal. Rester objectif. Donc, voilà. Je me souviens vraiment bien de cette gamine et finalement, tout lui pesait, quoi. Et bon, ouais, c'est quand même vachement triste. Mais bon, j'en ai d'autres pires. Hein. J'en ai vraiment pire. J'en ai 3, je coche. Les 3 premières, il en reste 3 autres. Il y en a une qui parle de filature, une autre qui parle d'homicide et ensuite d'un garçon qui a mis le feu chez ses parents. Alors, avant de vous raconter ces 3 autres anecdotes, je vais vous en reparler après, mais je vais aller très très vite, juste pour vous dire que à la suite de ce webinaire, je vous ferai une offre pour adhérer au programme First. Le programme First, c'est mon programme de formation en ligne. Sachez que j'ai enseigné pendant super longtemps, j'enseigne toujours, mais différemment. Donc j'ai fait des centaines et des centaines de formations sur le non-verbal et à chaque fois j'étais frustrée de la même chose. C'était le fait que je pouvais gaver pendant une journée ou 2 journées des gens, gaver dans le bon sens du terme, c'est-à-dire je leur en faisais voir de toutes les couleurs, ils étaient épatés de toutes les vidéos qu'ils voyaient et tout, ils découvraient, ils avaient les yeux comme ça, c'était juste génial. Mais ensuite, en fait, il y avait un vide, c'est-à-dire qu'ils étaient lâchés. Et puis petit à petit, en fait, c'est un peu comme si à un moment donné, vous faites du sport pendant 2 jours non-stop, vous êtes dans une ambiance de fou, avec de la super musique et tout ça, puis après, vous êtes seul, quoi. Et du coup, les gens étaient lâchés, puis oubliaient, quoi, petit à petit. Donc, pour la faire courte, je vais vous donner le lien de l'offre parce que j'ai décidé de faire une offre là, aujourd'hui, à l'occasion de ce webinaire. Et puis, je vous reparlerai de l'offre tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous détaillerai le programme. Mais sachez que cette offre-là, elle est juste exceptionnelle dans la mesure où mon programme First, je l'ai complètement remanié. J'ai modifié toutes les vidéos, j'ai refait toutes les vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, depuis cet été, toutes les vidéos sont tournées en 4K. Donc, je les ai toutes refaites. Elles sont magnifiques.
en termes de qualité de son et d'image. Donc, franchement, c'est pas rien. Elles sont vraiment très belles. Il y a dans le programme First quelque chose de très intéressant au niveau pédagogique, c'est-à-dire que je vous donne 10 minutes de cours toutes les semaines pendant 6 mois, c'est-à-dire pendant 24 semaines. Et en fait, vous gardez à chaque fois en illimité la possibilité de regarder toutes les vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous connectez à la semaine 6 parce que vous avez été en vacances ou un truc comme ça, eh bien quand vous êtes dans votre espace personnel, tout s'est débloqué jusqu'à la semaine 6. Et puis après, vous avez le déblocage de la semaine 7, etc., pendant 24 semaines. Donc chaque semaine, vous avez 10 minutes. Et en fait, sachez que c'est nettement suffisant pour progresser énormément. Donc, chaque semaine, vous progressez. Vous pouvez valider. Il y a des exercices. Les exercices, ce sont des vidéos d'observation où vous pouvez voir, en fait, des choses que je vous ai expliquées, que je vous ai racontées. Et puis, dans les vidéos d'exercices que vous pouvez donc regarder au-delà de votre vie à vous, où vous allez pouvoir constater les choses, eh bien, je vous permets je vous donne les réponses. C'est-à-dire que vous avez les vidéos d'observation, des conférences que j'ai données sur le non-verbal qui sont complémentaires où vous allez apprendre des choses différentes des vidéos de formation et des vidéos d'exercice. Donc, des fois, ça se recoupe, des fois, c'est différent. Donc, ça complète et en même temps, parfois, ça permet de remettre une couche et d'apprendre différemment parce que les vidéos de conférences sont marrantes, amusantes, on apprend différemment. Il y a aussi un livret, il y a 2 livrets exactement, donc il y a 3 conférences, 2 livrets, 45 vidéos de formation et à peu près 25 vidéos d'exercice. Tout ça en illimité et vous le gardez à vie. C'est-à-dire que c'est un investissement que si jamais c'est pas tout de suite que vous voulez l'utiliser, vous pouvez avoir la sérénité de vous former dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et le prix de First, en fait, a été modifié. Je vous raconte. C'est-à-dire qu'en fait, à une époque, je vendais First à 360 €. Et puis, aujourd'hui, First vaut 990 €. Lorsque je fais une promotion, First est proposé à 490 aujourd'hui parce que, en fait, je l'ai modifié il y a 10 minutes avant le webinaire, ce que je voulais vous proposer, 490. C'est-à-dire que c'est vraiment le prix promotionnel que je propose aujourd'hui. Mais, en fait, va savoir pourquoi, je me suis dit que ça allait être bientôt le Black Friday. Eh bien, en fait, je me suis dit que j'allais vous le proposer toujours à 360. C'est un produit Internet, c'est pas quelque chose qui me coûte et ça me fait plaisir de faire plaisir. Donc, en fait, si je reprends mes anecdotes, mais si jamais je ne me trompe pas, je crois que voilà, je crois que normalement, vous avez en lien la possibilité, vous avez l'offre du webinaire qui vous propose d'adhérer à First pour 360 €. Voilà. Donc, normalement, vous avez cette possibilité-là. Dites-moi si effectivement, parce que je fais pas beaucoup de webinaires, donc je fais rarement cette offre. Vous trouverez pas cette offre ailleurs. Sachez que cette offre, elle est valable maintenant. Je la laisse pendant 48 heures. Voilà. Et ton grattage de joue, Olga, quand tu parlais de la police. Mais alors, attends, Delphine, attends. Attends. Je te raconte maintenant. Donc, profitez bien parce que franchement, cette offre, vous l'aurez plus. C'est hors de question que je brade First de manière officielle à 360. Mais là, vous êtes vraiment motivés, vous êtes peu nombreux et vous regardez ce webinaire sur la police judiciaire. Donc, si vous êtes présents, c'est que vous avez un vrai intérêt pour le décodage du non-verbal dans votre vie. Et vous avez raison parce que c'est une source inépuisable de bien-être et d'amélioration des relations, qu'il s'agisse de relations personnelles ou professionnelles. Donc moi, je peux que adhérer et vous permettre, par rapport à cette offre, de profiter. Sachez que cette offre, vous pouvez, les 360 €, vous pouvez payer en une fois.
et vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, regardez et puis n'hésitez pas. Bon, ceci étant dit, je vais raconter, Delphine, est-ce que vous êtes toujours là? Vous m'avez pas quitté. Le grattage de joues. Donc, le grattage de joues, quand je disais travailler à la police, j'ai fait ça. Quand j'ai bossé avec la police judiciaire, j'ai gagné 11 € de l'heure en facturant. Et j'étais payée à 20 mois de décalage. Donc, je vous le répète, 20 mois de décalage pour être payé sur facture à hauteur de 11 € de l'heure. Donc, ça veut dire que je gagnais pas du tout ma vie. Et voilà. Et donc, soit j'étais entretenue par un mari, ce qui n'était pas le cas, et il aurait fallu que j'accepte d'être entretenue, ce qui ne fait pas partie de mon mindset. Voilà, je pouvais pas accepter à un moment donné de crever la dalle. Voilà, ça c'était une chose. Ensuite, ce que je vous raconte, c'est ce qui est audible. Et là, vous venez de me voir en train de déglutir. C'est-à-dire que j'ai été confrontée à des choses terribles. Une jeune fille qui accouche dans un garage seule et qui tue son bébé en le brûlant avec de l'eau chaude, tellement chaude que ça crame l'enfant et qu'elle lui bourre la gueule avec du papier toilette pour étouffer ses cris. Il y a une autre gamine qui était attachée avec du scotch sur un fauteuil. Sur un fauteuil de son salon et qui était violée devant sa mère, par son père et par son frère. « 6 ans. C'est des choses que je peux pas raconter. Que je vous raconte, mais que je vous raconte pas. Voilà. Et ça, c'est aussi pour ça que je me touchais la joue, parce que je rentrais chez moi en pleurant. Oui, c'est vrai. Il y a eu aussi d'autres histoires de pédophilie. Pédophilie. Ouais. Vous savez que les pédophiles, on les retrouve la plupart du temps parce que ils se filment. Est-ce que vous saviez ça? Que c'est grâce à la connerie des pédophiles qui se filment, qui filment leur exploit, en train de violer un nouveau-né qu'ils gardent parce que c'est le meilleur ami. En fait, ils gardent le nouveau-né de son meilleur ami. En fait, quand vous êtes confronté à ça, vous avez plus confiance en personne, vous avez peur de tout quand vous êtes parent. Puis vous êtes confronté à des choses horribles, en fait, que vous voyez pour de vrai. Et vous vous dites que ça dépasse la fiction. Alors oui, Manu, c'est une expérience qui laisse des traces. Ce que je viens de vous raconter, vous me croirez si vous voulez, mais c'est la première fois que je le verbalise. Parce que c'est quelque chose que je trouve que c'est pas rendre service à raconter. Mais vous savez, moi j'ai eu une expérience courte. Les gens qui travaillent dans les services de cybercriminalité ou les gens qui travaillent régulièrement dans le milieu de l'enquête voient ça tous les jours. Donc ils sont confrontés à une noirceur incroyable. Voilà. Bon, je vous raconte mes 3 autres anecdotes, sinon on s'en sort pas.
Ok? Donc, il est 21h15. Je vais essayer de terminer pour 21h30. Ok? Allez, on reste 15 minutes ensemble. Ça vous va? Allons-y. Alors, il y a un gars qui a été... en fait, je l'ai vu face à l'officier de police judiciaire en gendarmerie. Et en fait, je vous raconte parce que c'est marrant, entre guillemets. En fait, ce gars-là, c'est un gars, on sait qu'il a poussé par la fenêtre un autre parce qu'il a été enregistré par une caméra. Et en fait, le gars qui est tombé par la fenêtre est mort. C'est une histoire que je me souviens du genre, ils ont pris sa carte bleue, ils lui ont demandé de tirer de l'argent, enfin c'était un règlement de compte, bon bref, un truc comme ça. Donc le gars, il est devant l'officier de police judiciaire et on sait que c'est lui en fait, voilà. Donc moi, j'étais là un peu par hasard, j'ai pas fait d'expertise, rien du tout. Mais je vous raconte, le gars était devant le policier, assis comme ça. Alors, vous voyez là, il était reposé sur le dossier, genre comme ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'il prenait de la place. Et puis, vous pouvez deviner que mes jambes sont écartées, vous voyez, les jambes bien écartées. Et puis, voilà, les cuisses écartées. Et puis, il prenait vraiment de la place. Et là, en fait, le corps prend de la place parce que il se sent dominant. Il se sent dominant face à la situation, face aux policiers, et il n'est pas du tout mis mal à l'aise par la situation. En fait, vous voyez cette posture-là, c'est une posture de dominant que des fois, il m'est arrivé d'expliquer aux enquêteurs quand ils ont affaire à plusieurs gars, parce que souvent c'est des gars, et qu'on se demande qui est le chef. Eh bien, en fait, parfois, il faut regarder les postures des gars quand ils sont assis ou debout. Et il faut regarder, en fait, celui qui a la posture la plus ouverte. La plus ouverte, c'est celui qui est le plus dominant en général. Parce que quand il y a comme un code inconscient entre les êtres humains et dans un groupe, il y a que le chef qui a le droit de s'étaler davantage. Donc, en fait, c'est celui, je vais vous raconter une histoire là de filature, mais vous voyez là, le gars, il était comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait pu se dire, comme il est à l'aise, en fait, il a rien à cacher. Vous voyez? Ça, c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. C'est pas parce que il est à l'aise qu'il a rien à cacher. Il est à l'aise parce que dans sa tête, il se sent à l'aise. Et ça n'a rien à voir avec la culpabilité ou pas. C'est juste que en fait, il en avait rien à foutre d'avoir jeté par la fenêtre un mec, enfin d'avoir poussé par la fenêtre quelqu'un d'autre. En fait, l'autre, il le méritait, c'était bien fait pour sa gueule. Vous voyez? Donc en fait, il avait rien à craindre. En plus, il n'avait pas peur d'être accusé parce que il était probablement déjà passé par là et il savait que finalement, des fois, il faut faire bien pire pour peut-être aller en prison. Donc en fait, le mec, il s'en fichait. Vous voyez, ça me fait penser à l'affaire DSK. Quand il y a eu l'affaire Nafissatou Diallo, il y a des journalistes qui disaient non, mais DSK, il n'est pas coupable, il n'a pas couru en sortant de l'hôtel, il courait pas, il prenait son temps, il est descendu de sa chambre en ascenseur, il a discuté avec une Française, il a pris son temps. Et je me souviens à l'époque, c'est à peu près à cette époque qu'on a commencé, d'ailleurs les journalistes ont commencé à me contacter, donc des fois je dis en souriant que je suis la seule femme à lui dire merci à DSK, parce que en fait c'est une connerie de dire que parce qu'il courait pas, il n'était pas coupable. Il courait pas parce que il avait pas besoin de courir, il se sentait pas menacé. En fait, les gestes ne traduisent que l'état intérieur, mais l'état intérieur, c'est pas à vous, c'est pas à toi de deviner. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, s'il se sent pas coupable, s'il fait ça régulièrement, s'il a l'impression que c'est un cadeau, s'il a l'impression que la femme le méritait, s'il a rien à craindre, pourquoi voulez-vous qu'il court? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être coupable ou pas.
ça prouve que le langage du corps est fonction de ce qu'on sent à l'intérieur et à aucun moment est fonction de la culpabilité ou non. Par rapport à ça, je vous raconte une anecdote que j'avais oubliée. D'ailleurs, je l'ai notée. Je sais pas comment l'appeler, donc je vais vous raconter une autre anecdote. Ouais. Donc ça vous en fera 7 au lieu de 6. Il y a une femme qui a été tuée. Donc on regarde son appartement, on prend des traces ADN, etc. On interroge les voisins et il y a un voisin qui éveille les soupçons des enquêteurs parce que en fait il a l'air louche. Je me souviens de ce qu'on m'avait raconté. Il avait l'air louche, bizarre quand même. Mais en fait, les enquêteurs des fois ils ont un peu ils savent pas pourquoi, mais ils ont un peu comme le flair de dire ça c'est pas normal, il y a un truc pas logique, un peu comme dans les incendies d'appartements, vous savez. Les policiers, enfin les enquêteurs au niveau des incendies m'avaient dit, tu sais Olga, quand une famille a sa baraque qui brûle et que ils ont quand même leurs papiers et leurs photos de famille, ça c'est louche. Parce que quelqu'un qui subit un incendie, en général, il perd tout. Il perd ses souvenirs et il perd ses papiers et il perd ses souvenirs. Et quand en fait les souvenirs ou le chat n'était pas là, c'est le seul jour où le chat était chez le véto, où le chat était dehors. Ben en fait c'est là où les enquêteurs disent c'est bizarre. Ça veut pas dire que les gens ont mis le feu, mais ça éveille la curiosité. Voilà. Parce que la plupart du temps, les gens perdent tout. Vous voyez, vous me suivez? Ouais, le gars paraissait louche. En fait, il y avait un problème dans son emploi du temps. Vous voyez, c'était bizarre, son emploi du temps et ses relations avec la victime. Et vous savez quoi? En fait, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le gars était amoureux de la victime alors qu'il était marié. En fait, c'était l'amant de la victime. Il y avait après, il y a eu des traces ADN, etc., des spermes, etc. En fait, ce qu'il voulait pas, c'est de se faire gauler alors que sa maîtresse était morte en fait et qu'il était marié. Vous voyez la situation. Vous voyez pourquoi des fois on rigole de certains trucs comme ça, même s'il y a eu le décès d'une femme, parce que par rapport à ce que je vous ai raconté, il y a un moment donné, le cerveau il doit dédramatiser quoi, les situations. Donc voilà. Je vous raconte 2 autres anecdotes. Je dois à un moment donné, lors d'une enquête, expliquer pour une formation comment on repère le dominant. Et là, je suis confrontée à une vidéo où on voit de loin deux gars qui discutent dans la rue. Et en fait, il fallait que je monte une formation sur donc dans les sources humaines du renseignement, sur la filature, comment en fait détecter le dominant pour lorsqu'on ne sait pas qui est le chef et que les gens se séparent, savoir qui suivre, par exemple. Donc on voit tout un mur avec des chambres qui donnent sur un parking. C'était sur un parking vous savez, comme dans les zones industrielles. Et donc, il y a des hôtels et des fois, c'est des hôtels où il y a les gens qui sont là pendant quelques heures et puis il y en a qui dorment la nuit. Et donc, il y a des chambres qui donnent sur le parking. Voilà. Donc, il y avait un gars qui était finalement face à la caméra où on était en train de le filmer avec un téléphone de loin et qui était dos aux portes de la chambre d'hôtel, etc. D'accord? Et puis, il y en avait un qui était en face de lui et qui était donc un peu en biais, donc on le voyait un petit peu, mais qui était dos à nous et qui était dos au parking. J'en ai déduit et on m'a certifié que j'avais raison, donc j'avais passé le test, que celui qui était le chef était celui qui avait le dos contre le mur et qui voyait le parking déjà. Ça, c'est un premier indice. C'est-à-dire que le dominant,
il fait en sorte, sans le savoir, hein, c'est naturel, fait en sorte que le danger ne puisse pas lui arriver derrière. Donc en fait, c'est quelqu'un qui fait en sorte d'avoir un maximum de vues. C'est-à-dire que c'est drôle parce que moi, là, je suis assise dans une salle, je vais vous montrer, vous allez voir, j'ai exactement ce réflexe, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a un mur derrière moi, je vais vous montrer où je suis. Attendez. Vous voyez, j'ai en face de moi toute une salle devant. Et moi, derrière moi, il n'y a personne qui peut arriver. Mais j'aurais pu m'asseoir juste à côté de la porte d'entrée. Elle est là, la porte d'entrée. Et en fait, du coup, ne pas voir si quelqu'un rentre, parce qu'il rentre dans mon dos. Alors, le premier indice, c'est de savoir où les gens s'assoient. Et puis ensuite, ils discutaient, donc à un moment donné, ça se caresse là, et à un moment donné, il y en a un, celui qui avait le mur dans le dos en fait, qui se caresse. Je vais me lever pour que vous voyez. Je pense que vous allez voir là, il se caresse comme ça le ventre. Et à un moment donné, il met la main au panier, vous voyez, dans la ceinture. Donc, il s'auto-caresse. Et c'était pas une masturbation, hein, c'était juste une caresse. Et en fait, ça, c'est un indice super fort de dominance parce que, en fait, c'est comme si le dominant s'octroie le droit de s'auto-caresser devant l'autre, en fait. Parce que là, c'était pas je réfléchis, je sais pas quoi dire, ou ça m'énerve, ou bof. Non, c'était oh, je suis plutôt bien. C'était genre je suis repue, je me caresse le ventre. C'est plutôt je suis bien. Et puis à un moment donné, détente totale, quoi. Donc, vous voyez ça, ces indices. On fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire foutre une baffe à l'autre, ou il aurait pu lui faire une petite tape sur la joue, ou il aurait pu lui toucher la nuque, ou il aurait pu lui faire un petit truc là comme ça. Ce qui, à l'âge adulte, deux adultes, il y en a un qui fait ça à l'autre, c'est carrément super dominant. D'accord? Donc en fait, sauf que quand on connaît le langage du corps, on fait avec ce qu'on a, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va voir. Ça, c'est un truc hyper important que vous devez comprendre. C'est-à-dire que dans First, quand je vous explique le langage du corps, je vous explique la mécanique. C'est-à-dire que je vous explique pourquoi il y a des micro-démangeaisons, pourquoi ça gratte là, 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 ça gratte là. Pourquoi ça gratte? Mais ensuite, il y a aussi des horizons de sens et ensuite, il faut comprendre qu'on s'adapte aux situations. Et il n'y a pas d'encyclopédie. Et quand on est capable de comprendre pourquoi ça gratte à ce niveau-là, quand on se sent dans l'impuissance d'action, par exemple, bien ensuite, que vous voyez ça chez votre enfant qui sait pas comment faire pour réaliser un truc, ou votre conjoint, ou votre patron, ou un associé, ou un vendeur, ou un acheteur, peu importe, ou quelqu'un que vous coachez, vous voyez, je suis en train de me demander où est-ce qu'il pourrait voir encore cette situation, parce que je suis en train d'agrandir mon œil et d'imaginer des scènes. En fait, peu importe où est-ce que vous vous trouvez, vous savez lire. C'est vraiment comme l'alphabet, finalement. C'est, moi là, je lis, peu importe ce que vous m'écrivez, je sais lire. Vous voyez? T'as des frissons, Cécile? Mais je suis contente voilà, ça me fait plaisir. C'était un webinaire pour vous faire plaisir. Alors, je vous raconte la dernière anecdote. Là, c'est un garçon de 16 ans qui... en fait, je vous explique cette anecdote. C'est une anecdote qu'on m'a racontée, qui est un pompier que je connais très bien, qui fait donc des expertises en recherche et cause d'incendie, qui a bénéficié de mes cours et qui d'ailleurs a bénéficié de mes cours à plusieurs reprises. Dans le fait que quand j'ai donné des cours aux pompiers, donc j'ai fait ça pendant 8 ans. Je l'ai fait à raison de 3 fois par an à peu près, c'était 3 stages par an et il faisait partie des instructeurs
comme moi, mais lui était spécialisé dans un autre domaine. Moi, c'était le langage du corps et lui, c'était le domaine, d'autres domaines, quoi. Il y avait des gens sur les explosions, des gens sur les incendies de voitures, d'autres sur les incendies avec les appareils électroménagers, blablabla, blablabla. Et donc, il a régulièrement assisté à mes formations parce que justement, à l'époque, il n'y avait pas First, sinon il l'aurait eu, ça c'est sûr. Et régulièrement, il réapprenait. Il réapprenait. C'était important d'y venir régulièrement. D'où l'intérêt de First, parce que comme vous recevez régulièrement 10 minutes de nouvelles vidéos, eh bien, à ce moment-là, quand vous êtes sur la plateforme, vous cliquez sur les précédentes. Et vous finissez par avoir une 50aine de vidéos à votre disposition, plus les vidéos d'exercice, etc., qui se débloquent au fur et à mesure. Donc, je vous assure que c'est vraiment très, très, très intéressant pour finalement vous familiariser avec le langage du corps. Et du coup, je vais pas le nommer, mais il me dit que ce que j'avais montré sur les pieds en starting block et sur les croisements de bras, en fait, l'avait intrigué et lui avait permis de creuser une enquête où il s'est avéré, il se doutait, mais il savait pas comment faire. Et en fait, il a creusé la piste où c'était le gamin de 16 ans qui avait mis le feu à la maison de ses parents parce qu'il n'en pouvait plus d'entendre ses parents s'engueuler. Et en fait, donc j'étais pas là, donc je pourrais pas vous raconter les détails, mais je me souviens très bien parce que bon, à l'époque, moi j'étais quand même dans la volonté de, comment dire, de crédibilité, quoi. Ça me faisait plaisir que quelqu'un me dise, bah tu sais, grâce à ce que j'ai appris, j'ai pu démêler un truc. En tout cas, tu m'as donné des pistes, quoi. Et donc, la domination, ça peut être juste un parent qui protège son enfant. Si tu protèges ton enfant, tu es le dominant. Tu es là pour le protéger. Moi, par rapport à mes enfants, quand ils étaient petits, j'étais forcément dominante. J'étais protectrice. Sauf qu'il y a des attitudes après qui n'ont pas lieu d'être. Où là, ça devient du harcèlement, par exemple. Où ça devient de la domination qui n'est pas acceptée et qui devient donc insupportable. Lors de cet incendie, donc en fait, il s'est trouvé que le gamin, forcément, on a écouté les parents qui étaient donc victimes de l'incendie de leur maison, etc. Et il y avait un gamin, et ce gamin, en fait, lorsqu'il était assis sur ses mains. Vous voyez, c'est-à-dire quand les mains sont en dessous des cuisses. Et il n'y avait pas, il faisait pas grand froid. Donc, si vous voulez, c'est déjà une attitude bizarre. Mais après, ça peut être une attitude d'être enfermé parce qu'on est archi timide, parce qu'on est archi mal, parce que ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Encore une fois, vous comprenez. Mais ça lui a mis la puce à l'oreille parce que ah oui, c'était pas que ça. Excusez-moi. Donc, je reprends pour les mains. Les mains, on dit que c'est la partie visible du cerveau. Donc, à partir du moment où les mains sont cachées, c'est-à-dire que je passe de main sur la table, main en dessous de la table, c'est déjà qu'il y a une difficulté. Par exemple, si je passe des mains qui bougent à des mains qui ne bougent plus, c'est qu'il peut y avoir une difficulté. De qu'elles bougent plus à sous la table, encore plus. De sous la table à sous mes cuisses, encore plus. Donc en fait, si vous voulez, il y a eu plusieurs indices. Il y a eu le fait qu'il avait mis les pieds en starting block, les fameux pieds en starting block, où il m'avait dit, ça m'avait vachement marqué ce que tu m'avais raconté et montré. Et en fait, le gamin avait les pieds en starting block. Il s'est dit, putain, là, Olga, en fait, il avait vécu la première histoire que je vous avais racontée d'incendie criminel où le gars avait mis les pieds en starting block et il était là. D'ailleurs, c'était grâce à lui que le gars avait été assis. Donc, autant vous dire qu'entre les cours et avoir vécu ça, il se souvenait très bien des pieds en starting block. Et à ce moment-là, il les a vus chez ce jeune. Il s'est dit, ah, c'est bizarre. Et ensuite, il a vu que les mains étaient aussi cachées. Donc, en fait, il y a eu comme un faisceau d'indices qui fait que il a davantage creusé la piste. Et si jamais l'incendie n'avait pas été accidentel, mais provoqué. Donc, en fait, parfois, ça peut aider à diriger l'enquête pour
pour perdre moins de temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est un élément de preuve. Il fallait trouver après des preuves. Donc, bon, voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter. Je vais répondre à vos questions si vous en avez. Ah, je vois que vous êtes plusieurs à avoir saisi l'occasion de Denis et Frédéric, je crois. Donc, bienvenue. Sachez que vous avez un Facebook, un groupe Facebook privé pour me poser les questions que vous souhaitez. Ce groupe Facebook privé, je ne l'anime pas chaque jour. Je réponds simplement aux questions. C'est-à-dire que quand vous avez une question, quelle qu'elle soit, vous faites une vidéo ou vous faites un post et vous me taguez. Vous mettez Olga Siesko, experte en communication non verbale. Donc, vous devez d'abord liker ma page et ensuite, vous me nommez. Comme ça, moi, j'ai une notification que Frédéric, Denis vous a identifié. Et là, je sais que je vais voir dans les 24 heures, je vais voir votre question et je répondrai à votre question. Il est prévu plus tard que je fasse des webinaires que pour les adhérents, mais voilà, c'est pas un argument aujourd'hui, mais c'est prévu plus tard. Donc, le programme First, en fait, encore une fois, c'est plus de 45 vidéos parce qu'il y a 45 vidéos tournées en 4K qui sont toutes neuves, où je décortique tous les gestes que vous devez savoir. Les micro-démangeaisons, les micro-expressions, les micro-caresses du visage, du corps, les postures de corps sur la chaise, les axes de tête, les mouvements oculaires, les mouvements des mains, tout y passe. Ce que je sais, c'est que le temps passe très vite, mais que l'apprentissage doit être bon dès le départ. Et pour qu'il soit bon, vous devez avoir juste un minimum de patience. C'est même pas 3 ans, je vous demande, c'est juste quelques semaines. C'est-à-dire me faire confiance. Vous allez, dès votre inscription, vous avez un mail qui vous dit voici vos paramètres de connexion. Donc, vous gardez bien ces paramètres, vous ouvrez la page et vous avez accès à First. Donc, vous allez avoir le premier module. Dans le premier module, vous avez déjà, de mémoire, 3 ou 4 vidéos d'un coup. En gros, ça fait une dizaine de minutes. Hein. D'accord? Des fois, ça fait 10, des fois, ça fait 12. Vous avez une vidéo ou 3, 4 vidéos qui, en tout, font une dizaine de minutes. C'est suffisamment digeste pour être sûr de les voir n'importe quand, que ce soit en voiture, parce que vous m'écoutez, que ce soit la nuit, le soir, le matin, au petit-déj, enfin bon bref, quand vous voulez. C'est hyper digeste. Vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez. Ça vous appartient. D'accord? C'est votre espace à vous. La semaine d'après, vous allez recevoir un mail comme quoi vous avez votre module suivant. Et ainsi de suite. Si à un moment donné, vous vous connectez pas, exemple, vous vous connectez pas pendant 4 semaines et que vous vous reconnectez à la semaine 12 parce que vous étiez en vacances les semaines précédentes, eh bien, vous allez avoir les 4 dernières semaines se seront débloquées. Donc, en fait, quand vous vous connectez à la semaine 16, si par exemple, vous décidez d'acheter First ce soir parce que vous voulez profiter de l'offre, je le répète, 360 € au lieu de 990 et vous ne retrouverez pas nulle part cette offre à 360 puisque aujourd'hui, quand je fais une remise, une réduction, l'offre est à 490. Donc là, vous gagnez encore. Vous gagnez. C'est un peu comme le Black Friday avant l'heure, quoi. D'ailleurs, je ne ferai pas le Black Friday, enfin, je pense pas. Bref. Donc, 360 €. Alors, ce 360 €, c'est un prix juste exceptionnel dans la mesure où vous bénéficiez d'une formation qui a été renouvelée et qui a augmenté le prix, c'est-à-dire de 360, c'est arrivé à 990 parce que ça les vaut largement. Vous le gardez, vous avez toutes les vidéos de formation, vous avez les exercices qui vous permettent de vous entraîner avec les réponses. Vous gardez tout ça en vous, c'est une bibliothèque avec vous, ça vous appartient. Vous avez 2 livrets que vous pouvez imprimer. Vous avez accès au Facebook privé où vous pouvez me poser des questions. Et vous savez, c'est
grâce au Facebook privé que je réponds à vos questions. Parce que sinon, je peux pas, moi, répondre aux questions à toutes les personnes qui m'écrivent. Et en fait, je peux pas non plus être désagréable en disant, bah écoute, j'ai pas le temps ou achète first. Mais à un moment donné, voilà, faut être honnête. Ce sont les personnes qui adhèrent à mon programme qui avec qui je suis en lien et avec qui il est normal que je réponde à vos questions et que je vous aide. Si vous êtes coach, si vous êtes enseignant, si vous êtes juste papa, maman, conjoint, amoureux, vous avez envie de mieux vous connaître, de mieux comprendre les gens, si vous êtes dans le milieu de l'enquête, si vous êtes avocat, si vous êtes manager, en fait, quel que soit votre poste, et votre objectif, le langage du corps, ne fait que vous apporter des informations complémentaires autres que la parole. Et franchement, c'est magique. Donc voilà, moi je suis à court d'arguments parce que ça me paraît tellement évident maintenant, mais ça m'accompagne depuis plus de 15 ans. Nathalie me dit que l'offre est visible, Sandrine aussi, Marie-France aussi. Merci beaucoup. Donc ça se débloque toutes les semaines. Denis, oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu as accès là tout de suite à la première semaine. Donc j'ai vu que tu t'étais inscrit, donc bienvenue Denis. Nathalie est déjà inscrite, ça je le sais. Christopher aussi, il me semble. Donc tu vas, pour voir le contenu actuellement, ça vaut le coup, je ne regrette pas. Ben oui, non, mais tu vas pas regretter parce que en fait, je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés à vendre. C'est toujours quelque chose qui me coûte un peu. Mais c'est drôle parce que autant je travaille en entreprise et en entreprise, je peux facturer 2500 € la demi-journée de formation. Donc, c'est véridique. Mais c'est dans le cadre d'une formation d'entreprise. Ils n'ont pas tout le contenu que vous avez dans First pour 360 € de TTC. Vous avez aussi une facture. Hein. Pour ceux qui me demandent régulièrement une facture pour leur entreprise, bah, vous payez une formation à 360 €. C'est juste une très belle offre. Hein. Même 990, ça aurait été une belle offre. Mais là, je vous fais quelque chose de sympa. Vous savez, cette idée de webinaire, je l'ai eue quand j'ai fait un post sur crime ou suicide. C'était un dessin qui soulève toujours une tonne de commentaires et il y avait des gens qui me disaient, vous voyez, je me souviens de ce que j'avais lu et en même temps, c'est un peu, ça me gratte parce que les gens disaient « Oh, c'est forcément un suicide. Oh, c'est forcément un crime. » Et en fait, c'est pas comme ça qu'on réagit. On peut pas dire forcément. Il faut observer un certain nombre de choses. Voilà. Donc, voilà. Programme First est passionnant à suivre. Merci beaucoup Nathalie pour ton retour d'expérience de formée parce que je pense Nathalie que tu as dû terminer le programme First et du coup maintenant tu as accès. Vous savez, quand je renouvelle les vidéos, quand j'en rajoute du contenu, par exemple, je crois que Nathalie avait l'ancienne version et en fait dans l'ancienne, j'ai renouvelé toutes les vidéos pour tous les adhérents. Je leur ai donné un accès à la nouvelle version et j'ai rajouté des vidéos. C'est-à-dire que j'ai rajouté des vidéos sur les power postures dans les bonus. C'est-à-dire que vous avez dans les bonus les fameux accès privilégiés au live. Vous avez dans les bonus les enregistrements vidéo de 3 conférences. Donc, vous avez l'équivalent de 3 heures de conférences. Et vous avez dans les bonus, j'ai oublié, ah oui, la vidéo sur l'explication sur ce qu'on appelle les power postures, c'est-à-dire comment les postures que vous adoptez vont améliorer dans votre quotidien votre confiance en vous, votre bien-être et votre leadership. Et il y a une vraie corrélation entre le fait de se tenir et de se sentir. Et je vous explique ça, et c'est quelque chose que j'ai rajouté. Ce que je vais vous dire par là, c'est que l'investissement que vous faites aujourd'hui, ou que vous pouvez décider de faire aujourd'hui, c'est ou demain, je vous mets pas, vous avez le temps.
de réfléchir un petit peu, eh bien, en fait, c'est un investissement qui vaut la peine si vous savez qu'un jour ou l'autre, le langage du corps va vous intéresser. Parce que le programme First ne fera que grandir, s'améliorer et la valeur augmentera. La preuve, c'est que avant il valait 360, il est passé à 490, puis à 990. Et aujourd'hui, il est à 990. Aujourd'hui, je suis au Canada. Je vous montre. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, c'est très enneigé, mais peut-être que la caméra... Attendez, est-ce que... Non. Ah, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui se sont abonnés, demandez votre adhésion dans le groupe privé de First sur Facebook. Ça s'appelle Programme First. Et sachez que je suis à votre disposition à partir du moment où vous me posez des questions et que vous me taguez. Est-ce que vous avez des questions à me poser pour voir le contenu magicien hypnotiseur? Ça marche, Emmanuel? Alors, est-ce possible d'avoir un certificat de formation? Oui. Alors, Sylvie, il faut qu'on soit très très clair. Hein. On va être très honnête parce que je suis très au fait de ça. Tu auras une attestation de formation, c'est-à-dire que je vais attester en tant qu'entreprise, puisque je suis une entreprise, de la formation que je t'ai délivrée. Qui représente donc 60 vidéos de formation avec un minimum de 6 mois de formation, ce qui est plutôt bien, plutôt que de dire elle s'est formée en une journée. Donc, je vais te donner une attestation sur demande lorsque tu m'écriras un mail et tu me diras, voilà, j'ai terminé ma formation et donc, est-ce que je peux avoir un certificat? Je te le donnerai. Sache que les certificats, ce sont des certificats privés, quelle que soit la formation. Les seules attestations de formation qui seraient reconnues, je te le dis, au cas où ce soit ta question, j'anticipe un peu, mais tu vois, les seules attestations de formation qui sont admises dans des administrations publiques, par exemple, eh bien, ce serait le bac, le BTS, que des diplômes publics. Tous les diplômes privés se valent et sont connus de par leur réputation. En tout cas, sache, Sylvie, que je te ferai une attestation, que je suis sur Internet reconnue en tant qu'expert du non-verbal, que j'ai des années d'expérience de formation et des milliers d'heures de formation, et que donc, n'importe qui regarderait à la suite du certificat que tu donneras, regarde mon nom sur Internet, verra la qualité de la formation que je délivre. Voilà. Donc, effectivement, tu auras un certificat et effectivement, tu peux avoir un justificatif également de ta dépense si tu souhaites que cet investissement soit une dépense professionnelle, que tu déduises de quelque chose. Nathalie me dit, First, c'est tellement enrichissant à titre privé, mais aussi dans le cadre professionnel. Bah oui, c'est vrai. Je pense que effectivement, c'est riche aussi par rapport à nos enfants, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre conjoint, parce que on a tendance à oublier que le langage du corps ne fait que crier ce qu'on ressent. Donc, il y a aussi dans les bonus, les livres, il y a 2 PDF. Il y a un, c'est un triptyque et un autre, c'est une 40aine de pages. Et l'un dans l'autre, c'est assez complet et assez pratico-pratique. Le livre, je l'avais fait à l'époque pour les pompiers qui voulaient un support sur toutes les micro-démangeaisons du visage et sur les mains. Et en fait, il y a énormément
de photos, parce qu'en fait, je trouve que parler du langage du corps en faisant des tartines, c'est compliqué en fait, c'est les photos. Alors ensuite, oui, tout à fait, j'ai eu l'ancien first et maintenant le bonus en plus de tous les bonus, c'est génial. On se comprend mieux personnellement et on apprend mieux à comprendre et à communiquer. Merci Nathalie, merci pour ce témoignage. Je suis flattée. Merci Véro pour pour me remercier pour ce webinaire. Écoute, je suis heureuse d'avoir partagé ce webinaire avec vous. J'avoue que je sais même pas combien vous étiez, mais en tout cas, je l'ai fait avec grand plaisir. Vous allez recevoir un mail d'ici 15 minutes parce que tout ça, c'est programmé avec le lien du replay et avec le lien de l'offre. L'offre est valable jusqu'à dimanche. Donc, pour ceux qui seraient indécis ou qui ont besoin de réfléchir, sachez que c'est quelque chose que je peux absolument comprendre. Écoute, merci Marie-France, je suis ravie. En tout cas, sachez que oui, Sylvie, ça peut être un atout complémentaire pour ton CV, c'est certain, parce que aujourd'hui, de plus en plus de recruteurs, en fait, je suis de plus en plus sollicitée pour m'exprimer sur l'importance de la communication non verbale. Et en fait, aujourd'hui, même des émissions de télé me contactent. Donc, des journalistes me contactent, des métiers me contactent, des fédérations me contactent. Alors, et après des entreprises pour faire des conférences. Mais vraiment, le thème de la communication non verbale et du fait que le corps exprime et envoie des messages et qu'il faut qu'on arrête de négliger ce langage, c'est juste une évidence. Je vous embrasse fort. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, à une autre fois.